Thème 2. Enjeux contemporains de la planète. Chapitre 1. Les écosystèmes. Des systèmes dynamiques structurés par des relations complexes. Deuxième partie. Les flux de matière et d'énergie dans les écosystèmes. Dans l'écosystème, l'ensemble de la matière organique produite constitue la biomasse. Un écosystème a donc un rendement, c'est-à-dire une quantité de matière produite par unité de surface, puisqu'au sein des réseaux alimentaires, il existe un transfert de matière et d'énergie. Les plus gros producteurs de matière sont les producteurs primaires. Dans un hectare de forêt de feuillus, par exemple, la biomasse des producteurs primaires approche des 300 tonnes. À l'opposé, la biomasse animale des consommateurs est très faible. Elle représente moins de 15 kg. La biomasse des décomposeurs est, elle aussi, relativement importante, environ 200 tonnes. Car même si les êtres vivants décomposeurs sont très petits, ils sont aussi très nombreux, ce qui aboutit à une biomasse très importante. On définit la biomasse comme étant l'ensemble de la matière produite dans un écosystème. Dans une chaîne alimentaire, seule une faible partie de la matière organique produite par un être vivant est utilisée par le maillon suivant pour produire de la matière. Un animal ne consomme pas toute la biomasse qui est mise à sa disposition. Une partie est non utilisée et sera décomposée par les décomposeurs. Sur la biomasse ingérée, une fraction est assimilée et une fraction est non assimilée et elle est rejetée dans les excréments. Dans la fraction assimilée, la plus grosse partie est dégradée dans la respiration pour produire de l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'organisme. Et au final, seule une faible partie de la matière qui a été ingérée au départ est utilisée pour produire la matière organique de l'animal. Le rendement correspond au rapport de la masse de matière produite par le consommateur d'un maillon divisé par la masse de matière ingérée par ce consommateur. On distingue la production brute, qui est l'énergie totale assimilée par les êtres vivants, et qui est donc la matière organique totale ingérée par les êtres vivants. Et la production nette, qui est l'énergie accumulée par la biomasse, autrement dit, qui correspond à la matière organique utilisée pour produire de la matière organique par les êtres vivants. La production nette, c'est donc la production brute moins la respiration. De même, la production primaire est la biomasse produite par les producteurs primaires. Et la production secondaire est la matière produite par les autres êtres vivants des écosystèmes, c'est-à-dire les consommateurs et les décomposeurs. Du fait même de l'existence des chaînes alimentaires, l'énergie circule sous forme de matière organique, avec une déperdition liée à la fraction non assimilée et à la fraction utilisée pour la respiration. On peut représenter le rendement de chacun des maillons d'une chaîne alimentaire par des rectangles superposés, dont l'aire est proportionnelle à la biomasse à un moment donné. La biomasse des producteurs primaires est la plus importante. Cette biomasse peut être non utilisée ou non assimilée, et elle est alors mise à disposition des décomposeurs. Le reste est assimilé par les consommateurs primaires, et une fraction sera utilisée dans la respiration pour produire de l'énergie. Et seule une faible part, estimée à 10%, est utilisée par ces consommateurs primaires pour produire leur matière organique. Dans le niveau trophique suivant, on observe le même phénomène. À chaque fois, seuls 10% de la matière organique produite par le maillon précédent est utilisée pour produire de la matière organique. Au final, il se construit une pyramide des biomasses. On voit bien la déperdition de matière. Pour 300 000 kg par hectare de producteurs primaires, la matière organique dans les derniers consommateurs est de 25 kg par hectare. On peut sur le même principe construire une pyramide des énergies.
ou une pyramide des nombres. À chaque fois, le nombre d'individus diminue d'un niveau trophique à l'autre. En revanche, les pyramides des toxines sont inversées. Chaque consommateur qui consomme de la matière organique contenant des toxines va concentrer ces toxines dans sa propre matière organique et au final, les derniers maillons des chaînes alimentaires contiennent un taux très élevé de toxines. C'est pourquoi, par exemple, on déconseille de consommer certains aliments parmi les grands prédateurs. On peut représenter les flux de matière et d'énergie dans un écosystème dans ce type de schéma. Donc l'énergie solaire est captée par les végétaux. Ils en utilisent 2% de toute l'énergie reçue par la Terre pour produire leur matière organique. Comme ils respirent, seul 1% permet de produire leur matière organique. C'est la production primaire nette. Cette production primaire est utilisée par les consommateurs successifs des chaînes alimentaires. À chaque fois, on aura une part de matière non utilisée qui sera décomposée par les décomposeurs, une part de matière consommée. Dans cette part de matière consommée, une fraction est utilisée pour produire de l'énergie dans la respiration, une fraction est non assimilée et rejetée dans les excréments, et une fraction permet à l'animal de produire sa matière organique. Et de maillon en maillon, on a à chaque fois une perte de matière par non-utilisation, non-assimilation et par la respiration. L'écosystème naturel est traversé par un flux permanent d'énergie lié au transfert de la matière organique. Mais il est aussi traversé par un flux permanent de matière inorganique, c'est-à-dire de matière minérale. Les êtres vivants sont traversés par des flux de matière. On peut identifier différents flux. Les flux entrants, comme par exemple des flux d'eau, liés à l'absorption racinaire par les végétaux ou l'absorption d'eau directement par les animaux. Des flux de dioxyde de carbone, liés à la photosynthèse, ou de dioxygène, liés à la respiration. Des flux circulants, à l'intérieur des êtres vivants, la circulation des sèves ou la circulation sanguine. Et on identifie des flux sortants d'eau, dans l'évapotranspiration chez les végétaux ou la transpiration chez les animaux, des flux sortants de dioxyde de carbone pour la respiration ou de dioxygène pour la photosynthèse. Il y a également un recyclage de la matière par les décomposeurs qui transforment la matière organique en matière minérale réutilisable dans les réseaux trophiques. Ceci est réalisé en particulier au niveau des sols. Les écosystèmes font partie des cycles géochimiques, cycle du carbone, cycle de l'azote, cycle de l'eau. Le carbone est un élément constitutif essentiel du vivant. Il peut se trouver dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone gazeux ou dans l'hydrosphère sous forme dissoute. Dans la biosphère, c'est le carbone de la matière organique, ou dans la lithosphère, sous forme de carbonate de calcium dans les calcaires, ou sous forme de carbone fossile dans les roches fossiles hydrocarbures. La biomasse représente un très petit réservoir de carbone par rapport aux roches, par exemple, ou à l'océan. Mais le carbone circule très rapidement entre l'environnement abiotique et la biosphère, par la photosynthèse et la respiration cellulaire. Ces flux rapides permettent donc des ajustements rapides. L'azote est essentiellement présent dans l'atmosphère sous forme inorganique N2. Il est transféré vers la surface par le processus de fixation de l'azote, réalisé en grande partie par les bactéries fixatrices d'azote du sol, qui le transforment en ammoniac. Cet ammoniac, NH4+, est nitrifié en nitrate par des bactéries et devient alors assimilable par les plantes où il entre dans la composition de leurs protéines. Durant la décomposition de la matière organique, l'activité de bactéries dénitrifiantes
renvoie une partie de cet azote organique dans l'atmosphère sous forme d'azote atmosphérique N2. Cet azote atmosphérique N2 est difficilement assimilable directement par les plantes. Elles consomment les nitrates. Cependant, certaines plantes ont établi des symbioses avec des bactéries fixatrices d'azote. Elles les abritent au niveau de leurs racines. Les bactéries vont directement fixer l'azote de l'air, et le transformer en azote utilisable par les plantes directement dans les racines. Les plantes qui agissent ainsi sont des légumineuses essentiellement, telles que les haricots, les lentilles. On peut résumer les différents flux de matière et d'énergie dans les écosystèmes par un schéma bilan. L'eau circule entre la biosphère et l'atmosphère par des condensations et évaporations successives. L'azote circule entre l'atmosphère et la biosphère grâce à l'action de bactéries fixatrices d'azote et chez certaines plantes grâce à des symbioses. L'azote est un élément essentiel de la matière organique car il entre dans la composition des protéines, elles-mêmes essentielles à la vie. Pour rappel, les enzymes permettent toutes les réactions biochimiques du vivant et ce sont des protéines. Le carbone entre dans la biosphère par la photosynthèse. Il quitte la biosphère par la respiration et la décomposition de la matière organique et retourne dans l'atmosphère. Dans un écosystème naturel qui présente une dynamique spatio-temporelle, ces flux sont équilibrés. Cependant, un écosystème peut subir des perturbations, déséquilibrant ses flux, mais il présente aussi des capacités de résilience permettant de revenir à l'équilibre. Nous verrons ces perturbations et cette résilience dans le chapitre suivant. Un écosystème durablement déséquilibré a tendance à disparaître.